Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur émérite des universités, ancien directeur à l'École normale supérieure de la chaire Moyen-Orient. Votre dernier livre, paru chez Plomb, a pour titre Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre. Un grand bouleversement qui s'est poursuivi et même étendu ce week-end à la Syrie avec la chute du dictateur Bachar el-Assad. C'est un autre domino qui s'écroule et qui résulte, selon vous, Gilles Kepel, des dynamiques enclenchées depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023. Oui, en grande partie parce que à l'époque, on a prêté attention surtout à l'attaque en rétorsion menée sur la bande de Gaza par l'armée israélienne et par Netanyahou, qui a suscité, comme on sait, un grand nombre de victimes civiles, suscité les incriminations d'Israël pour holocauste, génocide, etc. Mais on a, ce qui était un objet évidemment important, mais on n'a pas fait attention à l'autre offensive menée en parallèle par les Israéliens, qui était une offensive globale contre comment ça s'appelait, l'axe de la résistance antisioniste basée à Téhéran, avec tous ces mandataires, le Hezbollah, la Syrie, Hamas, les Houthis au Yémen, et les milices irakiennes. Et très vite, Israël a attaqué le maillon plus faible de ce système, qui était la Syrie de Bachar el-Assad, qui ne tenait qu'à grâce justement aux appuis extérieurs. Au départ, Assad avait récupéré son territoire en 2015, la plus grande partie de son territoire, sur les rebelles, qui avaient presque tout pris pendant les printemps arabes, grâce à une présence aérienne massive de l'armée russe qui avait tout bombardé. Et également au sol, grâce aux milices chiites qui étaient venues d'Iran, avec sous la houlette des Pasdaran, des gardiens de la Révolution, mais aussi chiites d'Irak, chiites d'Afghanistan et du Pakistan, les brigades Zainabiyoun, Fatemiyoun, etc. Et aussi, très important, du Hezbollah libanais, qu'on avait enlevé du front anti-israélien pour les faire se déporter sur le front syrien. Et c'est notamment la prise de Qusayr par les milices chiites du Hezbollah qui avait permis de lever le siège de Homs et de sauver la peau du régime. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 14 mois ? Alors, à l'époque, simplement, pour l'anecdote, le Hamas et le Hezbollah se battaient, puisque le Hezbollah était avec le régime et le Hamas était avec l'insurrection. C'est pourquoi le Hamas a été expulsé de Syrie ensuite à ce moment. Pour rejoindre le Qatar. Voilà, à la demande des Américains. Et depuis le 7 octobre, donc Israël a d'abord ciblé dans ce maillon faible les généraux des Pasdaran. Ça a abouti à la liquidation de la plupart d'entre eux, la destruction du consulat iranien à Damas. Et ça a même fait que les Iraniens ont lancé pour la première fois une salve de missiles directement sur le territoire israélien en avril, qui n'a pas été très concluante. Dans le même temps, l'armée de l'air russe avait été redéployée en Ukraine. Il y avait presque plus d'avions russes dans la base de Hmeimin, la base près de Latakia, et donc plus d'avions russes ou très peu. Les généraux des Pasdaran qui sont partis, aujourd'hui, on pense qu'il y avait environ 10 000 Iraniens en Syrie, dont 4 000 chargés de l'encadrement militaire de haut niveau. Oui. Et puis, avec l'attaque des Beepers contre le Hezbollah, puis des walkie-talkies, tous ceux qui restaient, tous les gars du Hezbollah qui restaient au niveau lieutenant et capitaine en Syrie, ont été rappelés d'urgence au Liban pour pallier les vides. Et de ce fait, il n'y a plus personne, sauf l'armée syrienne, qui était complètement démobilisée, clochardisée, et qui ne s'est pas battue. Et c'est à ce moment-là que le Hayat Tahrir al-Sham a attaqué, probablement avec le soutien ottoman, si j'ose dire, le soutien turc très fort. Même si Ankara considère toujours l'organisation comme un mouvement terroriste. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, oui, c'est encore le cas. Ça va certainement bouger, mais... Oui, mais en tout cas, ils les ont toujours soutenus, puisque c'est eux qui assuraient les approvisionnements, etc., qui ont assuré également l'encadrement, les armes ne pouvaient passer que par la Turquie.
La Turquie, Gilles Kepel, comme le HTC, on considérait qu'il y avait là une opportunité stratégique d'avancer. Oui. D'autant plus que, si vous voulez, cette région a toujours été historiquement partagée entre deux pôles. D'un côté, le pôle persan, safavide, sassanide, tout ce que vous voulez, jusqu'à la République islamique, et de l'autre côté, le pôle ottoman ou turc. Et à partir du moment où l'un des pôles s'effondre, l'autre pousse. Et les difficultés que connaît l'Iran, notamment depuis le 7 octobre, parce qu'il a été pris dans un engrenage lancé par Hamas, donc elle n'avait pas voulu, qui a contrecarré sa stratégie, font que la Turquie remplit le vide. Et elle le remplit d'autant plus que Donald Trump annonce qu'il va tout refaire, et chacun, d'une certaine manière, se présente aujourd'hui en disant « voilà mes points, et c'est ça que je veux ». Et c'est une occasion pour Trump de se présenter à la table des négociations après le 20 janvier, dans le grand bouleversement du monde, justement, pour dire, voilà, je suis celui qui contrôle un État syrien qui est désormais dirigé par la majorité sunnite, puisque le patron du Hay'a, qui s'appelait, qu'on nommait par son nom de guerre et son gentilé Abu Mohammed el-Joulani, aujourd'hui se fait appeler Ahmed Hussein al-Shahriar, qui est son nom, si j'ose dire, de baptême, parce qu'il est musulman, et il a la forme, la première de la prise de pouvoir, la manifestation, c'est qu'il est allé s'exprimer à la grande mosquée, des Omeyyades de Damas, exactement. Ce qui montre et aussi... il a tensé d'ailleurs le soutien iranien et la présence iranienne en Syrie. Est-ce que ça pourrait le mener à rompre les ponts et les relations avec Téhéran? Ils sont rompus. Hein. L'ambassade iranienne a été pillée complètement. Tous les Iraniens étaient partis. Et effectivement, il y a peu de chances que la relation avec l'Iran soit maintenue. Donc, d'une certaine manière, pour Israël, c'est une victoire, puisque ça affaiblit considérablement l'Iran, qui, à mon sens, est le prochain sur la liste. Et ça va être très difficile. On a pu lire notamment, Gilles Kepel, sur ce point, la grande inquiétude des Iraniens désormais pour la situation en Irak, avec des conséquences cette fois-ci peut-être potentiellement assez frontières. Est-ce que vous partagez aussi cette analyse? Oui, il y a ça, parce que, si vous voulez, l'exemple terrifiant pour les voisins des États voisins de l'effondrement en une dizaine de jours du système Assad doit faire passer des sueurs froides chez les autres. Alors même si le système Assad est particulièrement déglingué, mais il y a une dynamique, il y a une force. Ça veut dire que la puissance du despote n'est pas éternelle. Pensez au printemps arabe. La dynamique, ça a commencé en Tunisie. Puis, ça a continué en Égypte parce que tout le monde en Égypte voyait la chute de Ben Ali sur El Jazeera. Ensuite, quand Moubarak est tombé, les Libyens s'y sont mis et il y a eu un effet de souffle. Et on n'est pas complètement à l'abri de ça pour l'axe de la résistance. Puis il y en a 3 qui sont tombés. Le Hezbollah, la Syrie et puis bien sûr le Hamas est en très mauvaise situation. Alors la question, c'est de savoir... D'une certaine manière, Netanyahou s'est vanté d'ailleurs l'autre jour, il s'est fait filmer dans le Golan, là, sur la falaise où on voit la Syrie, en disant c'est moi qui ai permis au peuple syrien d'être libre du despote, puisque c'est à la suite des attaques, ce que j'ai dit tout à l'heure en fait, à la suite des attaques contre les gardiens et les attaques du Hezbollah que le régime est tombé. Alors justement sur ces attaques, Gilles Kepel, l'État d'Israël a mené plus de 300 frappes contre des bases militaires syriennes ces dernières 48 heures. Ces raids sont présentés en Israël, je cite, comme parmi les plus intenses de l'histoire de l'aviation israélienne. Un centre de recherche chimique près de Damas a été détruit. Il permettait, semble-t-il, de produire et de stocker des armes chimiques. On anticipe côté israélien que le nouveau pouvoir syrien, après s'être stabilisé, pourrait... à nouveau et de son côté tourner ses armes vers Israël? Déjà, on ne sait pas du tout ce qui va être ce nouveau pouvoir syrien. Je crois que ce qui inquiète le plus les Israéliens, pas seulement eux, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On se rappelle l'euphorie de la chute de Ben Ali, de celle de Kadhafi, de celle de Saddam Hussein, et ensuite les groupes qui se sont battus, qui sont emparés des arsenaux pour en avoir l'usage qu'ils voulaient. Donc, que le stock d'armement, d'armes sales, d'armes chimiques dont Bachar s'était servi contre sa population, notamment, puisse tomber en des mains incontrôlables, évidemment, c'est une hantise pour Israël qui est voisin.
De même qu'il y a eu 300 frappes israéliennes sur ces sites, il y a eu au moins apparemment 75 frappes de l'armée américaine sur les militants de Daesh résiduels qui sont dans le désert de l'Est, du Nord-Est syrien, où les Kurdes ont d'ailleurs marqué leur avance et sont descendus jusqu'aux villes de Deir ez-Zor et Al-Boukamal, qui était en gros l'autoroute par laquelle passaient depuis l'Iran les approvisionnements terrestres vers le Hezbollah à travers la Syrie. Gilles Kepel, Emmanuel Macron, aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz, a annoncé qu'il pourrait coopérer sous condition avec les nouveaux dirigeants syriens, et ce sur la base de concessions sur les droits de l'homme fondamentaux, la protection des minorités ethniques et religieuses. Alors qu'une nouvelle Syrie est peut-être en train de se dessiner, la France peut-elle espérer, selon vous, reprendre pied d'une manière ou d'une autre en Syrie, un pays que nous connaissons bien historiquement? Enfin, nos arrière-grands-parents, puisque oui, bien c'était sûr. à l'époque du mandat dans l'entre-deux-guerres. Et il y a encore une présence francophone, mais résiduelle en Syrie, beaucoup moins qu'au Liban. Alors, pour l'instant, donc là, il y a eu quelques minutes, un premier ministre de transition a été nommé, du nom de Mohamed El-Bashir. C'était le chef de l'administration de la province d'Idlib. On voit ses photos simplement. Il est chauve avec une grosse sbiba, c'est-à-dire une marque un cal de prosternation de la prière sur le front et une barbe. Donc, ce sont des signes qui indiquent que ce sont des gens appartenant à la mouvance islamiste qui vont diriger le pays, plutôt dans l'axe, au barycentre entre la Turquie et le Qatar, si vous voulez. Et du reste, les Qataris ont fait un communiqué disant qu'ils étaient en contact suivi avec M. El-Bashir. Donc on voit bien que c'est un élément de la mouvance frériste, fréro-qatari, qui est turco-qatari, pardon, qui est en place. On a suggéré ce genre de contact en Tunisie avec Ranouchi, par exemple. Mais à l'époque de Ranouchi, je me souviens, je l'avais rencontré plusieurs fois. Lui disait toujours « Oh, ces djihadistes, c'est pas grand-chose, c'est un peu comme les gauchistes chez vous, il faut qu'ils soient socialisés, etc. » Puis, le phénomène lui a complètement échappé. Alors, même si M. Jolani, ça dit qu'il a changé pas seulement d'appellation, mais autrefois, il était avec Daesh, puis avec Al-Qaïda, puis etc. Notamment en Irak. Voilà, quand il était en Irak. Et aujourd'hui, il a jeté sa gourme et ses erreurs de jeunesse. Néanmoins, il est probable que le régime, quel qu'il soit, dans ses fondements actuels, disons, laisse le champ assez libre à des groupes djihadistes qui ne seraient pas forcément dans sa mouvance, mais il ne va pas les réprimer. Et ça, c'est bien sûr un problème qui explique pourquoi les pays voisins, Israël, puis les États-Unis qui sont présents en Syrie, ont bombardé. C'est aussi quelque chose qui inquiète jusqu'en France, puisque il y a maintenant, ils sont un peu partout, mais il y avait dans le réduit d'Idlib, dans la poche d'Idlib, une centaine de djihadistes français, notamment toute la bande de Omar Homsen, enfin Omar Diaby, dit Omar Homsen, un djihadiste sénégalais basé à Nice, et qui avait recruté une grande partie de ses troupes dans les Alpes-Maritimes, ce qui explique que les Alpes-Maritimes étaient le deuxième pourvoyeur de djihadistes partis en Syrie après la Seine-Saint-Denis. Merci. Voilà. Dernière phrase. Merci beaucoup Gilles Kepel d'avoir été avec nous en direct dans le Grand Journal. Je rappelle le titre de votre dernier livre paru chez Plomb, Le bouleversement du monde, la presse 7 octobre, avec une nouvelle édition, vous le disiez tout à l'heure, qui est en cours de préparation face à ce tumulte dans la région. Mais enfin, une grande partie de l'analyse figure déjà dans le livre. Merci beaucoup Gilles Kepel, bon après-midi. Au revoir.